l'ethnie qui est concernée par le génocide en question, c'est-à-dire déjà ça c'est une discrimination. Et puis ça se passe chaque jour dans cette partie du pays, la discrimination ethnique, tribale, tout celui qui ne conjugue pas le même langage que Kinshasa, il devient rwandais, il devient. Ça va être compliqué à exécuter. Les États-Unis renvoient la crise entre la République démocratique du Congo et les M23 à Doha. Et l'on sait qu'à Doha, ça ne marchait pas. L'accord des principes qui a été signé, qui veut à ce que d'abord le prisonnier soit libéré, ce n'est pas encore fait, qui a cessé les faits. Sur terrain, il y a des fronts, il y a des combats partout. D'ailleurs, des drones CH4 ont refait surface, les ponts Mpeti détruits aujourd'hui par les attaques de drones des forces armées de la République démocratique du Congo. Et beaucoup commencent déjà à craindre l'aggravation de la crise humanitaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. À qui la faute? De ces retards, surtout de ces blocages, de ces processus de Doha. Où est-ce que nous en sommes d'abord et où est-ce que nous allons? Messieurs et dames, bienvenue dans cette émission, les décryptages sur Kivu Morning Post. Jospin Hangui sur ce plateau. Jospin, bonjour et surtout, bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à ces milliers, pourquoi pas des millions de téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Nous allons parler de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Commençons par ces fronts qui n'ont pas cessé. Actuellement, la situation des fronts est volatile. Il y a toujours des affrontements sporadiques, des combats dans le retour au nord Kivu, dans le Massif également et dans une partie de Walikale. Au sud Kivu également, dans le territoire de Fizi, en chefferie d'Itombwe, il y a eu des bombardements des avions de chasse des forces armées congolaises sur le village de Mikenge, dans la région de Minembwe. C'était hier. Déjà à 8 heures. C'était hier et des combats ont éclaté. L'AFC 23 alliés aux Tuwanero qui sont des rebelles d'autodéfense de Wanyamulenge actifs dans la région, a dénoncé l'armée burundaise de faire partie des points d'attaque des villages de Mikenge. Donc, des bombardements seraient venus d'Uvira et de Bujumbura. Mais ce n'est pas tout parce que dans la région de Mwenga aussi, il y a toujours des doutes après la prise d'Nzibira. D'ailleurs, le premier meeting s'est passé en début de week-end, le vendredi. Bien sûr, il y avait un meeting animé par le général Biamungu Bernard, qui est l'un des redoutables généraux de M23. Il a été à l'origine de plusieurs prises de villes ou de cités stratégiques, notamment Massissi Centre. Il a été à Kalehe, il a été à Kavumu, Bukavu, et le voilà à Nzibira aujourd'hui. C'est-à-dire que la F-123 ne s'est pas arrêtée. Bien sûr que dans son discours à Nzibira, le général Bernard Biamungu avait parlé d'un cessez-le-feu qui était en cours, mais face à ce qu'il a qualifié des menaces provenant de cette zone-là, pour attaquer d'autres zones densément peuplées, pour lui, il fallait arrêter cette hémorragie parce que les conséquences humanitaires seraient catastrophiques. Est-ce que vous savez qu'après ce meeting tenu en Nzibira, il y a eu attaque le lendemain et l'on parle des civils qui ont perdu la vie dans ces attaques? Des attaques sur la cité Nzibira, en tout cas, ceux qui occupent Nzibira n'ont pas fait écho de cette attaque-là. Mais comme je le disais, après la prise de la cité, il y a eu quand même une réorganisation dans la cité. Mais eux aussi, dans leur communication, les Alendo ont parlé de la protection des populations. D'ailleurs, ils ont laissé entendre qu'ils se seraient retirés pour éviter qu'il y ait un descente. Donc, je doute que ce soit encore eux qui viennent lancer des assauts sur cette cité, alors que les populations civiles, ils sont restés, comme vous avez vu dans la vidéo, qui a été tournée par l'F-123, bien sûr. Il y a crise sur terrain. Il y a d'abord le pont Petit qui a été endommagé par des attaques de forces armées de la République démocratique du Congo. Mais jusque-là, face à ces attaques, face aux différents communiqués de l'F-123, aucune communication de l'armée jusque-là. Ça veut dire quoi exactement? La crise est ravivée. Moi, je dirais même que nous sommes répartis à la case départ.
Parce que pour les FARDC, il s'agit d'une légitime défense face aux attaques de l'F-123. Les forces armées congolaises estiment qu'elles ont le droit de se défendre. Pour l'F-123, il s'agit d'une mesure sécuritaire qui vise à protéger les populations civiles face aux bombardements à l'aide des avions de chasse, des drones CH-4 empruntés par les forces armées congolaises. Face à cette opération qui serait organisée à partir d'Ouvira, aujourd'hui devenu le plus grand quartier général militaire de l'armée dans l'est du pays, d'où sont organisées toutes les attaques selon l'AF-123, c'est-à-dire que des accusations de part et d'autre laissent entendre ou implicitement communiquent une déclaration de guerre de part et d'autre. C'est-à-dire que nous ne nous entendons pas sur la table de négociation, les pourparlers n'avancent pas. Qu'est-ce que nous faisons? Les deux parties se disent peut-être cela. Il faudrait que chaque partie reste sur ses gardes. Chaque partie cherche comment protéger ses zones de contrôle et cela, la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Donc, il n'y a pas une meilleure défensive que l'offensive. Si vous restez seulement sur votre garde et vous ne cherchez pas à gagner en espace, vous serez repoussé et vous allez perdre. Voilà pourquoi toutes les deux parties cherchent à se renforcer pour les forces armées congolaises. Le M23 se renforce sur l'axe Pinga pour tenter d'aller vers Walikale. Et le M23 se renforcerait également sur l'axe Nzibira pour tenter de déborder sur la ville d'Ouvira. Les communiqués de ces derniers temps signés par Laurence Kanyuka ou ses déclarations sur X témoignent de cette volonté de l'F-123 d'avancer et non pas de reculer, parce que pour l'F-123, il faudrait aller éliminer la menace à la source. Et où est-ce qu'on se situe cette source-là? Selon l'F-123, c'est à Ouvira, sur l'axe du sud Kivu. Et sur l'axe du nord Kivu, la menace, c'est à Walikale, parce que c'est là où il y a quand même une base militaire des opérations. On était sur une voie de la résolution de cette crise. Et la voie, Kinshasa a fait savoir que Washington était la voie pour résoudre la crise. Massad Boulos renvoie la question à Doha. Comment vous analysez ça? Dès le début, les Congolais ont été naïfs, les compatriotes congolais bien sûr, ceux qui n'ont pas pensé que la solution à la crise entre le gouvernement congolais et l'F-123 viendrait de Washington, avoir déjà les préambules de cet accord-là, même l'accord de principe qui a été signé à Doha, à voir les termes, à lire les termes dans les fonds, on sent que la solution n'est pas là, la solution définitive, la solution durable ne vient pas de là. Là, il n'y a que des propositions, des pistes, des solutions, des brèches ouvertes aux deux parties en conflit. Parce que normalement, ce n'est pas Donald Trump qui viendra mettre fin à la crise congolaise. Ce n'est pas Boulos, je ne sais pas, ou l'émir du Qatar qui viendra mettre fin à cette crise. Ceux qui doivent mettre fin à la crise, ce sont des Congolais qui doivent se dire la vérité en face, qui doivent dialoguer, et un dialogue inclusif où personne n'est écarté. Parce que pour ceux qui sont considérés comme agresseurs par Kinshasa et qui se déclarent des révolutionnaires, et c'est la Constitution qui leur donne les droits de se révolter contre des dirigeants qu'ils estiment incompétents, qu'ils estiment inéligibles et tout. Ils estiment que la solution doit venir des discussions. D'autre part, on estime qu'il faut aller jouer la diplomatie agissante à Washington, à Doha, mais quels sont les résultats? Parce qu'il y a peut-être des compatriotes congolais qui pensent que Donald Trump viendra faire une déclaration selon laquelle je donne 3 jours à l'F-123 si elle ne se retire pas de Goma et Bukavu, je viendrai bombarder, je mettrai des mitrailleuses en cours. C'était ça le langage Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas ça, c'est comme ça se passe. Ce n'est pas... Même là où opèrent des djihadistes, on n'a jamais réagi de la sorte. Si cela était possible, on aurait déjà ravagé les parties occupées par les l'ADF. Est-ce que Massad Boulos a été enfin clair? Il faut aller résoudre les causes. Ce que nous devons savoir, Blaise, comme Congolais, la solution
à la crise congolaise ne viendra pas de Washington. À Washington, on peut faciliter parce que les deux parties peuvent être un peu durs ou extrémistes. Mais non, il y a des facilitateurs au niveau international, ceux qui ont du crédit, ceux qui ont des moyens aussi à intervenir dans des conflits depuis l'histoire du monde, nous le savons. Mais ils ne viendront pas pour chasser. Nous pouvons apprendre de l'histoire, ce qui s'est passé au Mali, par exemple, ce qui se passe dans des pays de l'ouest de l'Afrique. Nous voyons même des putschistes chasser des militaires français. Ceux qui sont censés avoir le droit de veto, venir imposer la paix. La mission spéciale même de la France avait été chassée. On leur avait accordé 24 heures, quitter le sol malien, par exemple. Pourquoi? Parce que le pays est souverain. Ce sont des Congolais, même s'ils ont pris des armes. Ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Américains ou des... Ils doivent être entendus. Ils doivent s'entendre d'abord entre eux, les partis en conflit. Et grâce à cette facilitation, on pourrait arriver au dialogue. Grâce à la facilitation qatari, par exemple, ou américaine, parce que déjà, il y a deux processus distincts, très différents. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas Massad Boulos. Il y en a ceux qui on commence déjà à le traiter aussi des Rwandais. Je sais que pour certains Massad Boulos devient Rwandais. J'ai lu sur X, tout celui qui ne partage pas le même discours, le même narratif que Kinshasa est traité de Rwandais, malheureusement. Il a dit la vérité. Parce que nous sommes, demain c'est le premier, je pense, déjà les mesures de sécurité pour l'accord de Washington vont commencer à être mises en œuvre. Mais parmi toutes ces mesures, aucune ne concerne la F-123. Comme je disais encore ici, Blaise, l'accord de Washington a permis seulement... Précisons que demain, le premier, il faut commencer le processus de la neutralisation des FDLR. Le Rwanda, après neutralisation des FDLR, va s'engager à retirer ces mesures de sécurité. Après neutralisation. Voilà, selon Olivier, le ministre des Affaires étrangères rwandais, qui a été aussi reçu par... Mais l'M23 qu'on parle... À New York. Et c'était où dans cet accord? Nulle part, parce que quand on parle des troupes rwandaises, on ne parle pas de la F-123. C'est là peut-être il y a la confusion, je l'avais encore dit ici, la RDC n'est pas en guerre contre le Rwanda. Ni le Rwanda, ni Kinshasa, nulle part on s'est déclaré la guerre. On suppose ou on présume juste un soutien. Comme la F-123 aussi accuse Kinshasa de bénéficier du soutien du Burundi, ou des mercenaires, ou des Ougandais, c'est de la même façon que Kinshasa accuse la F-123 de bénéficier du soutien du Rwanda. Mais la F-123 n'est pas synonyme du Rwanda, que les gens nous comprennent, ceux qui nous suivent, ceux qui sont Congolais intelligents et qui veulent peut-être réfléchir au-delà de leurs sentiments, des sentiments aussi mesquins et qui n'ont pas de sens. Qui est derrière ces blocages, enfin? Parce que tout est bloqué et on nous renvoie à Doha. Kinshasa ne veut pas de Doha. Félix-Antoine Tshisekedi parle d'un dialogue entre Congolais, mais qui sera organisé par lui. Et l'on sait que, il a déjà dit, même devant les gens de l'Union sacrée, il y a des membres qui font partie de la crise qui ne seront pas là au dialogue. Mais qui est derrière ces blocages? Revenons d'abord sur les deux processus avant de parler de qui est derrière parce que ça va nous permettre de comprendre qui est derrière le blocage. Commençons par l'accord qui a été conclu la semaine dernière à Washington entre les partis congolais et les partis rwandais sous la facilitation de Washington. C'est un accord qui épingle la question des FDLR. Alors que sur le terrain, dans tous les discours officiels de Kinshasa, le gouvernement a toujours nié tout soutien au FDLR. Le gouvernement, à un moment donné, même les communicateurs de Kinshasa parlent des FDLR comme une question qui n'existait pas. Donc, on disait FDLR égale minerai. Mais en acceptant de mener des opérations conjointes entre le Rwanda et la RDC, Kinshasa accepte l'existence des FDLR et assume même le soutien qu'il apporte à cette force rwandaise. Ça, c'est d'abord une contradiction. Maintenant, comment les forces armées congolaises vont arriver à neutraliser les FDLR si c'était vrai qu'elles collaboraient avec elles? Ça va être compliqué. Mais aussi, bon, heureusement que Thérèse Kaikwamba avait parlé de sensibilisation. Vous allez vous rappeler, Blaise, on va sensibiliser les FDLR et ils vont déposer les armes.
ils vont aller au Rwanda. Une semaine après, on va les acheminer Est-ce au que Rwanda. ça va se passer? Est-ce que c'est logique? Ceux qui sont dans les forêts congolaises, ceux qui sont dans les parcs des Virunga depuis 1994, aujourd'hui, vous allez les sensibiliser à déposer les armes. Ils ne vont pas accepter, c'est une question sensible. C'est pourquoi il faudrait traiter cette question, parce que le Rwanda a déjà tracé sa ligne rouge. Vous neutralisez les FDLR, vous nous aidez à mettre fin à cette menace pour le Rwanda. Nous aussi, s'il y a des mesures de défense, nous allons les retirer. Mais quand on parle de ces mesures de défense, il s'agit normalement de quoi? Ou de combien d'hommes? Parce que pour le Rwanda, les mesures de défense sont placées sur le long de ses frontières, notamment dans une partie du Sud Kivu et du Nord Kivu. Au Nord Kivu, nous savons très bien que c'est le territoire de Nyiragongo et le territoire de Rutshuru. Et au Rwanda, au Sud Kivu, c'est sur le territoire de Mwenga, vers Kamanyola. C'est dans le territoire de Mwenga, bien sûr. Pas de Mwenga, de Walungu. Et dans la ville de Bukavu, où il y a cette frontière-là. Et certains rapports, récemment, on parlait de 4000 hommes. J'ai encore donné des précisions ici pour aider à certains compatriotes congolais de comprendre la complexité de la question du 1-23, parce que pour certains, il suffit de dire le live 123, c'est le Rwanda et c'est tout le Rwanda. Mais non, quand les 4000 militaires qui sont sur les longs de frontières, ou plus que ça, ou encore moins, seront retirés, ceux qui vont rester, vous allez les traiter d'Ougandais, des Somaliens ou des Tanzaniens. Parce qu'on ne va pas dire quand même... On ne va plus parler du Rwanda. On ne va pas dire en Nanga voilà. de rentrer... Voilà, moi je pense même que c'est la raison... Il a chez lui à Kisangani et pas au Rwanda. Nous encourageons les partis congolais et rwandais à terminer cette question pour que la question maintenant de 1-23 ça soit claire et nette. Parce qu'après tout ceci, s'ils arrivaient à mettre hors d'état de nuire les FDLR, et puis les méthodes défensives sont retirées, l'M23 va rester. L'M23 va rester. C'est pourquoi je vous disais ici que l'accord de Washington ne traite pas du 1-23. Il facilite, il permet juste à Donald Trump de se vanter qu'il a mis fin à la guerre entre la RDC et le Rwanda. Une guerre imaginaire qui n'existait pas sur le plan légal, sur le plan constitutionnel. La RDC n'est pas en guerre contre le Rwanda. Sinon, vous pouvez nous contredire. Ceux qui nous suivent, contredisez-nous jusqu'à cette guerre entre la RDC et le Rwanda a commencé quand? Nous savons tous comment les guerres se mènent. Mais aussi, parlons maintenant de Doha, Blaise. À Doha, on demande à l'AFC-M23 et au gouvernement congolais de s'entendre sur un certain nombre de principes, notamment la libération des prisonniers de guerre ou politiques, le cessez-le-feu permanent. On parle de la restauration de l'autorité de l'État. Mais la déclaration officielle que le gouvernement est en pour parler avec les M23. Bon, ça c'est déjà fait, on a même lu des communiqués conjoints. La fin des discours des haines, ça continue voilà, encore. Ça va être compliqué. On parle de la fin du discours des haines, ça va être compliqué pour peut-être Kinshasa. Parce qu'on avait parlé encore ici de la question du génocide réclamé par Kinshasa, ça va être compliqué. Si on ne sait même pas citer l'ethnie qui est concernée par le génocide en question, c'est-à-dire que déjà ça c'est une discrimination. Et puis ça se passe... chaque jour, dans cette partie du pays, la discrimination ethnique, tribale, tout celui qui ne conjugue pas le même langage que Kinshasa, il devient rwandais, il devient. Ça va être compliqué à exécuter. C'est pourquoi je me disais, pour que les Congolais Blaise se mettent d'accord sur la cohabitation pacifique, sur l'élimination de la discrimination, ils n'ont pas besoin des États-Unis ou du Qatar. Ils ont juste besoin de se réconcilier entre eux, Congolais, et c'est fini. C'est pourquoi aujourd'hui, la question que vous avez posée maintenant, qui est à l'origine du blocage? Peut-être les deux partis, Kinshasa et Goma, aujourd'hui. Ils sont les deux à être à l'origine du blocage. Ce n'est pas les États-Unis qui bloquent, ce n'est pas non plus le Qatar qui bloque. Pourquoi je parle de deux partis? Parce que Kinshasa n'arrive pas à assumer sa part des responsabilités dans l'accord des principes signé à Doha. Notamment la libération des prisonniers. Qu'est-ce qui bloque jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi les prisonniers ne sont pas encore libérés? Le cessez-le-feu. Dans tout le communiqué de l'F-123, il y a ces accusations de violation de cessez-le-feu. Pourquoi je parle aussi de Goma, de l'F-123? Parce que Kinshasa aussi accuse Goma de violer le cessez-le-feu chaque jour. Kinshasa aussi accuse l'F-123 de recruter, toujours de continuer à se renforcer et de renforcer son administration et de refuser la restauration de l'autorité. C'est-à-dire que les deux parties ne s'entendent pas encore.
Et pour que les deux parties s'entendent, il faudrait que Tshisekedi accepte le dialogue national inclusif. Très bien. Où il parle avec la F-123 sous cette initiative-là de l'ESC et la CENCO. Parce que vous allez vous rappeler que Tshisekedi, son entourage avait dit qu'il était le seul à initier le dialogue. Donc ce n'est pas l'apanage de la CENCO ou de l'ESC, c'est lui qui doit organiser le dialogue. On nous a vanté un gouvernement d'union nationale, mais c'était juste un remaniement du gouvernement de l'union sacrée. Donc jusqu'à présent, on ne va pas dire qu'il y a un seul opposant qui est dans le gouvernement à présent. Et puis le gouvernement n'est pas issu d'un dialogue, c'est toujours dans le mandat de Félix Tshisekedi. Très bien. Si son mandat maintenant finissait d'ici le 2028 Blaise, et que l'F-123 contrôle encore Goma, Bukavu ou encore d'autres villes qui peut-être pourraient déjà être contrôlées par l'F-123, que deviendra le pays? C'est pourquoi moi je pense que Tshisekedi est celui qui a le plus intérêt à terminer cette question au cours de son mandat. Très bien. Parce que si la F-123 est toujours sur ses gardes, il pourra présenter ça comme un bilan. Vous imaginez ce qui va se passer d'abord. Il sera obligé de glisser. Et vous connaissez bien le peuple congolais. À partir de Kinshasa, il sera contesté. Il y aura des manifestations. Des milliers de populations vont mourir dans ces manifestations. On ne va pas l'accepter. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Ne vous en faites pas, ils sont nombreux. S'il se permettait de glisser même une semaine, il y a des milliers de centres congolais qui vont couler. Les Congolais ne vont pas accepter. À partir de Kinshasa, ils ne vont pas accepter. C'est-à-dire qu'il a intérêt à accepter ces dialogues-là à l'interne, à traiter cette question de l'F-123, pendant qu'il est encore en cours de son mandat. Peut-être, comme vous l'avez dit, ça pourrait être un bilan. Très bien. J'ai réconcilié les Congolais. J'ai fini la guerre du 23. J'ai fini la guerre. Peut-être, mais s'il s'est permetté, Blaise, je ne suis pas prophète des malheurs, de terminer son mandat alors que cette question n'est pas encore traitée, il y aura une autre AFC au Katanga, il y aura une autre AFC dans les Bandundu, il y aura une autre AFC même à Kinshasa, il y aura une autre AFC dans les Kwilu. Parce que quand je parle d'une autre AFC, là je parle d'une autre révolution. Une autre AFC même dans les présidiums de l'Union sacrée. Voilà, il y aura ceux qui vont dire mais pourquoi lui il veut continuer alors qu'il n'a pas mis fin à cette question? Pourquoi il veut glisser? Nous aussi on ne va pas accepter et ça va être chaotique pour ces pays. Donc il faudrait que le président Tshisekedi soit souple parce qu'on est en train, on a lancé déjà le compte à rebours. On commence déjà à compter ses jours au bout des doigts. Vous avez suivi Denis Sesanga, il n'est pas le seul, Martin Fayoulou, l'ancien président Joseph Kabila aussi dans ses sorties médiatiques, Moïse Katumbi. Il y aurait une grande mobilisation, Seth Kikouni, Jean-Marc Kabound et d'autres. Il y a aussi Corneille Nangaa aujourd'hui avec la branche politique de la F-123, Goma, qui n'est pas pour même une semaine de glissement. Merci. Voilà ce qui va se passer. Donc, on a intérêt à régler cette question avant, en tout cas, la fin de ce mandat-là, pour que le Congo reste indivisible. Merci Jospin, merci à tous les internautes. Merci surtout d'aimer les Congos. Nous avons que la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, portez-vous bien.